Merci beaucoup. Avec ce vote, aujourd'hui, c'est peut-être le rêve de Christopher Stone qui était en train de se réaliser. Christopher Stone, professeur de droit public aux États-Unis, qui écrit en 1972 le livre pionnier des droits de la nature, « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?» Il écrit alors « Nous nous sommes tellement habitués à l'idée qu'une entreprise puisse avoir ses propres droits et être une personne et un citoyen dans un si grand nombre de cas légaux et constitutionnels que nous nous en oublions à quel point une telle idée a pu d'abord paraître incongrue aux juristes. Et bien avant que les juges ne s'inquiètent de la personnification de l'entreprise dite moderne, les meilleurs universitaires médiévaux avaient disputé pendant des siècles de la nature légale de ces grandes personnes morales que sont l'Église et l'État. En évoquant avec brio notre amnésie collective, Christopher Stone, en fait, nous propose un dézoom historique pour nous questionner. Qui a des droits? Et surtout, qui a le pouvoir de reconnaître des droits à autrui? Il rappelle que, même au sein de l'espèce humaine, la question des droits n'est pas une constante. L'esclavage. Pendant une très longue partie de l'histoire de l'humanité, une grande partie des êtres humains étaient considérés comme des biens, des choses, vendus, achetés, des main-d'œuvre pour des activités agricoles notamment, exploités jusqu'à l'épuisement. Ceux qui refusaient l'abolition de l'esclavage clamaient pour certains que le modèle économique mondial allait tout simplement collapser. Et aujourd'hui, c'est une évidence, nous regardons en arrière et nous savons que c'était la juste chose à faire. Le droit des femmes. Les femmes dont le statut a longtemps été celui des fous, des aliénés, des enfants, placés sous la tutelle du mari ou du père. Gisèle Halimi, d'ailleurs, rappelle dans sa plaidoirie de 1972, la même année que le livre de Christopher Stone, alors qu'elle plaide pour le droit à l'avortement, que dans la première mouture du Code civil, en 1801, il était écrit, noir sur blanc, « La femme est donnée à l'homme, comme l'arbre fruitier est donné au jardinier, pour porter ses fruits, évidemment, et lui faire des enfants, quoi d'autre ?» Aujourd'hui, les femmes ont le droit de vote, le droit de disposer de leur corps. Et aujourd'hui, c'est une évidence, quand nous regardons en arrière, nous savons que c'était la juste chose à faire. Alors, qu'en conclure? Reconnaître les droits fondamentaux de la nature n'est pas une option, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une coquetterie. Nous entrevoyons désormais que c'est la juste chose à faire. Et je suis convaincue que nous pouvons faire en sorte que nos enfants vivent justement avec cette évidence en tête. Il n'y a pas de protection des droits humains sans protection des droits de la nature. Nous sommes la nature et la nature, c'est nous. C'est une révolution sociétale qui emporte toutes les actrices, tous les acteurs de notre société, élus, associations et bien sûr les entreprises. Rappelez-vous, 1936, le Front populaire, des femmes et des hommes se battent pour cesser d'être une masse informe de travailleurs sans visage. Ils veulent avoir une voix dans les entreprises. 2011, le mouvement pour les droits des femmes obtient une loi pour la parité de la représentation des femmes et des hommes dans les conseils d'entreprise. Les femmes veulent aussi accéder aux lieux de décision. Elles veulent avoir une voix. Alors maintenant, à nous de nous questionner. Qu'en est-il de la voix de la nature? Et vous n'êtes pas les seuls à vous poser cette question. En 2022 déjà, l'entreprise de Grande-Bretagne, Faith in Nature, nommait un gardien de la nature dans son conseil d'administration. Et d'autres entreprises en France, comme le groupe Bell, le bureau Veritas, ont annoncé vouloir le faire. Et même au sein du cercle de Giverny, Marie-Claire Daveux, directrice développement durable du groupe Kering, a proposé, dans un texte récent, la nomination d'un administrateur référent climat et biodiversité détenteur de titres sociaux. C'est pour vous dire, nous y sommes presque. Alors si vous me lisez au conseil d'administration, n'attendez pas de moi que j'incarne la terre-mère en restant comme une plante verte dans mon pot. Si la stabilité des milieux naturels a conditionné l'émergence de l'humanité et donc de nos modèles économiques, son effondrement nous menace tous, dirigeants, actionnaires, salariés. J'œuvrerai donc pour vous pousser à aller toujours plus loin
Je ne pourrais pas rester seule ici en tant que gardienne de la nature. Combien de gardiennes et de gardiens êtes-vous prêts à nommer pour infléchir véritablement notre stratégie entrepreneuriale en faveur de la nature? Après la parité de genre, pouvons-nous aborder ensemble la question de la parité interespèces? Ce mandat que je vous propose nous permettra d'explorer ensemble les contours d'une nouvelle gouvernance non anthropocentrée mais bio-perspectiviste, capable d'adopter le point de vue des autres êtres vivants qui constituent l'extraordinaire diversité du monde. Soyons les pionniers et les pionnières d'une entreprise biocompatible. Et qui sait, cette aventure collective nous mènera peut-être à influencer l'État et à pousser nos députés à adopter bientôt une loi pour la représentation des droits de la nature dans les entreprises. Si vous votez pour, pourquoi pas eux? Je vous remercie.